Bonjour à toutes et à tous. Si la période de confinement a contraint nos déplacements, elle n'a heureusement pas contraint nos esprits, bien au contraire. Le travail n'a pas cessé, mais l'arrêt des cours et des séminaires rend, je crois, d'autant plus nécessaire le maintien du contact sous une forme ou sous une autre. Et c'est ce que je souhaiterais faire ici en quelques minutes, en vous tenant au courant de l'actualité de ma chaire, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine, avec cette vidéo faite, vous m'en excuserez, dans des conditions un peu rudimentaires. Le confinement a suspendu le cycle de cours que j'ai consacré cette année aux bibliothèques de l'Antiquité tardive. Plutôt que d'enregistrer les 3 cours annulés et de les mettre en ligne, eh bien, j'ai décidé de les reporter à l'an prochain et de consacrer un second et dernier cycle de cours au problème des bibliothèques. Cela me permettra de poursuivre, peut-être plus en détail, l'archéologie des bibliothèques que nous avons commencé, en reconstituant les 2 bibliothèques byzantines trouvées à Hermopolis et à Antinopolis, dont j'essaierai de rassembler les morceaux aux épars et de tirer le maximum d'informations permettant d'en reconstituer le profil socioculturel. Je terminerai l'examen des bibliothèques privées avec celle de Dioscore d'Aphrodite, probablement la bibliothèque de l'Antiquité la plus instructive du fait du contexte documentaire dans lequel elle s'insère. Les archives de Dioscore, qui contiennent plusieurs centaines de papyrus et qui permettent de reconstituer avec une extrême précision la personnalité intellectuelle de Dioscore et qui jettent des lumières absolument passionnantes sur les rapports entre coptes et culture grecque, et en même temps sur la façon dont un chrétien pouvait appréhender, pouvait s'approprier la littérature profane pré-chrétienne. Nous pourrons ensuite nous intéresser aux bibliothèques institutionnelles, en l'occurrence celles des églises et surtout des monastères qui sont mieux documentées que les bibliothèques des particuliers, du fait que les monastères se trouvaient en périphérie des villes, dans la partie désertique de la vallée du Nil, et donc plus propre à donner lieu à des investigations archéologiques. Et de fait, de nombreux monastères ont été fouillés et ont livré des livres et des bribes de livres que nous aurons l'occasion d'examiner. Et nous terminerons avec la bibliothèque dite Bodmer, un ensemble de livres trouvés au début des années 50 dans une découverte, lors d'une découverte clandestine et achetés en grande partie par le collectionneur suisse Martin Bodmer, d'où son nom. C'est probablement la bibliothèque la plus intéressante et en même temps la plus intrigante qui nous ait été conservée, du fait notamment d'un très curieux mélange entre littérature classique et littérature chrétienne. Et cette bibliothèque servira un petit peu de point d'orgue à notre enquête sur les bibliothèques de l'Antiquité tardive et sur les rapports entre culture classique et culture chrétienne. Voilà donc un petit aperçu du programme de l'an prochain. En attendant, pour ceux à qui le déchiffrement des papyrus, tel que nous le pratiquons durant mon séminaire, manque en cette période d'abstinence, de séminaire, je signale la mise en ligne récente d'un tutoriel de paléographie appelé Multipal, que j'ai contribué à lancer avec des collègues de l'École pratique des hautes études et de l'École des Chartes dans le cadre de PSL et qui est maintenant accessible librement en ligne. Il permet de s'exercer au déchiffrement de n'importe quel type de textes originaux écrits dans toute la gamme des écritures et des langues de l'Antiquité et du Moyen Âge. Le grec y est évidemment bien représenté, notamment à travers des papyrus et des ostracas. Alors je voudrais vous montrer très concrètement comment ce tutoriel se présente. Donc, il suffit de sélectionner la langue qui vous intéresse. En l'occurrence, je vais prendre le grec et de rechercher donc tous les documents qui se trouvent sur le site en grec. Je clique ensuite sur l'icône du texte de mon choix pour accéder à l'exercice. Je prends par exemple Plébourian
1, l'image agrandie de haute qualité du texte apparaît à l'écran avec une icône, vous voyez, dans le coin supérieur droit, qui vous indique le degré de difficulté de l'exercice. En l'occurrence, il s'agit d'un papyrus facile. Alors, à côté se trouvent des cases, une pour chaque mot dans le texte. En cliquant sur une case, eh bien, le mot correspondant est mis en évidence dans le texte. Inversement, en cliquant sur un endroit particulier de l'image, eh bien, vous voyez que la case correspondante apparaît dans la zone transcription. Je peux donc maintenant transcrire le texte mot par mot. Si ma transcription est bonne, eh bien, la case devient verte. Si, en revanche, ma transcription n'est pas correcte, la case est rouge. On peut à tout moment voir la solution en cliquant ici dans le coin inférieur droit, mais de préférence, évidemment, en dernier recours. Alors voilà qui devrait, je l'espère, vous permettre de patienter, en tout cas, jusqu'au prochain séminaire. L'actualité de ma chaire ces temps derniers a été surtout la préparation de l'exposition intitulée Le papyrus dans tous ses états, de Cléopâtre à Clovis. Cette exposition devait être inaugurée au Collège de France à la rentrée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, mais la situation actuelle a nécessité son report à septembre 2021. Cela ne nous a pas empêchés de travailler à la rédaction d'un catalogue, un catalogue qui, en même temps qu'il présente les pièces qui seront exposées, propose un traitement systématique du sujet. Et ce sujet, eh bien, c'est l'usage du papyrus comme support de l'écrit. On pense trop souvent que le papyrus est le papier des Égyptiens et que donc son usage s'est avant tout circonscrit à l'Égypte. L'Égypte où la plante papyrus poussait naturellement et où on eut l'idée de la transformer en support de l'écriture. Or, le but de cette exposition est de montrer qu'il n'en est rien, que le papyrus a été le support de l'écrit de l'ensemble de l'espace méditerranéen, pris dans son sens le plus large, et pendant une très longue période, puisqu'on suit encore sa trace jusqu'au XIIe siècle, ce qui fait d'ailleurs que nous avons gardé le mot papyrus pour continuer à désigner le support de l'écrit par excellence, qui est notre papier. Grâce à des prêts du musée du Louvre, de la Bibliothèque nationale de France, des archives nationales, de la bibliothèque de l'Institut de France, de la bibliothèque municipale de Dijon, de la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, de Sorbonne Université, de l'école pratique des hautes études, sans compter les fonds propres du Collège de France et les ressources de collections particulières. Cette exposition permettra de suivre l'histoire du papyrus de l'Égypte gréco-romaine jusqu'à la France mérovingienne, en passant par le Levant hellénisé, Constantinople, l'Italie romaine, byzantine et médiévale. Des pièces aussi différentes que les documents de l'Égypte grecque et romaine, des livres de la fameuse bibliothèque d'Herculanum en Italie, des chartes de la chancellerie mérovingienne, dont certaines comportent des orthographes de Clovis II, de Dagobert, de Saint-Éloi, des missives d'empereurs byzantins et des bulles papales seront réunies pour la première fois. Alors, pour vous permettre de patienter et aussi, pourquoi pas, de vous allécher, je vous propose aujourd'hui un focus sur deux pièces de cette exposition, les deux papyrus trouvés aux points les plus extrêmes du monde, qui vous donneront une idée de l'expansion de ce matériau. Alors, le papyrus trouvé le plus à l'est excède de beaucoup les limites du monde méditerranéen strict, même si c'est un pur produit de la culture grecque. Il a été en effet trouvé à Aï Khanoum,
en Afghanistan. Le 18 septembre 1977, une équipe d'archéologues dirigée par Paul Bernard faisait une découverte inattendue sur le site d'Aï-Khanoum, une cité grecque fondée par les Séleucides vers 300 avant Jésus-Christ, au nord-est de l'actuel Afghanistan. Dans une pièce de la trésorerie du palais, qui avait dû servir de bibliothèque, ils ont eu la surprise de retrouver les restes d'un rouleau de papyrus, rouleau qui, avant de se désintégrer sous l'effet de l'humidité, avait déposé l'encre de son texte en négatif sur une motte de terre, comme vous le voyez sur cette image. Cette motte de terre, d'ailleurs, j'espère pouvoir l'exposer sous la forme d'une impression 3D, du fait, malheureusement, de sa disparition, semble-t-il, la disparition, semble-t-il, de l'original. Alors, 4 colonnes d'un texte grec écrit dans la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ ont pu être ainsi sauvées. Il s'agit d'un dialogue de nature philosophique sur un sujet de métaphysique qui agitait alors le milieu des platoniciens. Le texte ne correspond à rien de connu de Platon. On a proposé d'y voir un traité post-platonicien ou, de façon plus plausible, d'un ouvrage perdu d'Aristote, peut-être sur la philosophie, qui mettait en scène 2 platoniciens en train de dialoguer. On aurait alors affaire à un des rares témoins papyrologiques anciens d'une œuvre aristotélicienne. Ce papyrus pourrait avoir été apporté à Aï-Khanoum en personne par Cléarque de Sole, un disciple direct d'Aristote. Il est né vers 340 avant Jésus-Christ, personnage dont on sait qu'il a voyagé en Asie centrale à la recherche des gymnosophistes indiens, ces fameux philosophes qui ont tant fait fantasmer les anciens. Son passage à Aï-Khanoum est attesté par une inscription du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et Cléarque avait peut-être aussi dans ses bagages le papyrus philosophique. Alors, changeons de latitude et de longitude avec le papyrus trouvé le plus à l'ouest et au nord, et cela nous fera aussi changer d'époque. En août 1970, lors des fouilles menées sur le site de la villa romaine de Manévechem à Plouhinec dans le Morbihan, a été mis au jour un pot contenant un lot de deniers du Haut-Empire enveloppé dans un papyrus et fermé par une cordelette. Alors, ce papyrus est constitué de 3 fragments, malheureusement en lambeaux. Le fait que le pot contenant le trésor monétaire était recouvert d'une tuile posée sur le col qui a empêché la terre environnante d'y pénétrer, et le fait aussi que l'oxyde de cuivre des pièces, comme vous pouvez le voir sur cette image, a dû protéger le papyrus en l'imprégnant, pourrait expliquer qu'il se soit conservé dans un climat si humide. Les monnaies les mieux préservées dans ce pot datent de la période flavienne et antonine, donc nous sommes entre 70 et 192, ce qui correspond bien avec l'écriture du papyrus. Le texte du papyrus a donc probablement été écrit au cours du IIe ou au début du IIIe siècle de notre ère. Vu l'état très dégradé de ce papyrus, il a fallu s'en remettre aux techniques d'imagerie multispectrale pour essayer d'en lire le peu de textes conservés. Alors, le papyrus a été traité de ce point de vue-là à Oxford, selon la technique appelée Reflectance Transformation Imaging, consistant à faire plusieurs clichés avec une caméra fixe et un éclairage sous différents angles et à les combiner avec un logiciel spécifique en une seule image numérique, image donc qui a permis de faire apparaître des détails que l'œil humain ne pouvait saisir. Et les quelques mots qu'on a pu ainsi lire, que vous pouvez voir sur cette image, permettent de conclure qu'il s'agit d'une lettre latine. Alors, si elle est fragmentaire et presque malheureusement inexploitable, eh bien, malgré tout, sa conservation dans un milieu aussi humide que la Bretagne tient du miracle et fait de ces lambeaux de papyrus une pièce tout à fait unique. Il n'y a aucun exemple de papyrus trouvé aussi au nord et aussi à l'ouest, puisque, comme vous le savez, le papyrus est un matériau végétal qui a normalement besoin, pour survivre, d'un climat extrêmement sec, comme celui de l'Égypte ou du Moyen-Orient.
Vous voyez, avec ces deux exemples extrêmes, que le papyrus est loin d'être un phénomène exclusivement égyptien. Cette exposition montrera, avec beaucoup d'autres pièces, en provenance, je l'ai dit, d'Égypte, de Syrie, de Constantinople, d'Italie et de France, qu'avec le papyrus, eh bien, l'histoire de l'écrit se décline sur le mode de la mondialisation. Et à l'heure où, notamment avec la pandémie qui vient de nous frapper, il est de bon ton, et certainement pour une part légitime, de critiquer la globalisation, eh bien la longue odyssée du papyrus à travers les aires géographiques et les aires chronologiques, elle nous rappelle qu'il y eut aussi dans l'histoire des globalisations synonymes de progrès. Ces deux exemples vous auront en tout cas montré le cadre géographique de cette exposition dont j'aurai l'occasion de vous entretenir plus en détail dans le futur. Eh bien, en attendant, selon la formule désormais consacrée, eh bien, portez-vous bien.